faut aimer l'argent parce que c'est un instrument de la liberté. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Ça rend pas que les gens cons. On peut avoir beaucoup d'argent et être con avant d'avoir eu de l'argent. Je suis à Rocamadour, dans un endroit magnifique avec une vue sublime, avec Anthony. Et Anthony, c'est un entrepreneur un peu particulier et je voulais vraiment te rencontrer parce que déjà tu fais des podcasts. Ouais. Et tu as commencé, au lieu de te lancer sur le web pour devenir libre, tu as commencé à devenir libre financièrement pour ensuite, avec le temps que tu as gagné, te lancer sur le web. C'est exactement ça, ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire ? J'espère que tu as du temps. Bah écoute, on a tout le temps que tu veux, vas-y. Je suis ingénieur de formation. J'ai obtenu mon diplôme en 2005, ingénieur en génie physique. Et toute ma famille était dans les travaux publics. Mon grand-père, puis mon père. Moi, je voulais pas faire ça parce que je les voyais travailler, je voyais à quel point c'était chronophage. Puis tu sais, parfois dans la vie, tu fais tout pour pas faire une chose et tu finis à faire exactement la même chose. Donc j'ai exercé, tu vois, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur de production 6 mois. Et après, j'ai vite intégré l'entreprise familiale pour faire comme mon père et comme mon grand-père. Ça consiste quoi comme métier Donc entrepreneur de travaux publics, c'est tout ce que tu vois dans la rue quand tu es dans les bouchons et que les voitures, que les travaux t'embêtent. Poser des tuyaux d'eau potable, d'assainissement, tu vois, dans les rues. Refaire tous les réseaux. D'accord. Et donc moi, j'ai fait ça pendant 12 ans. Donc j'étais chef d'une agence qu'on avait dans la famille, de l'entreprise. Et voilà, je faisais essentiellement ça, on faisait que de la viabilisation de lotissement. Donc tu vois, tous les lotissements que tu peux voir, il y avait des promoteurs qui achetaient les terrains, qui les découpaient en parcelles. Et moi, avec mon entreprise, avec les pelleteuses, on creusait, on faisait les routes, on posait tous les tuyaux. Et je travaillais énormément, 70 heures par semaine. C'était assez harassant. Et j'ai fait un premier burn-out en 2012 qui m'a bien laissé sur le carreau. Mais j'ai continué. Et après, ça c'est un peu personnel, mais en 2015, j'ai eu une séparation, plus un deuxième burn-out. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Il fallait que je change, il fallait quelque chose dans ma vie qui change. Et je me suis dit, il y avait beaucoup de blogs sur l'indépendance financière, beaucoup de chaînes YouTube. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Il faut que tu arrives à remplacer ton salaire par des revenus passifs. Comme ça, tu pourras faire ce que tu veux, tu seras libre. Et donc, je me suis mis à fond là-dedans. Donc moi, ça a été par le biais de l'immobilier d'abord, l'immobilier locatif. J'ai acheté des appartements que j'ai mis en location. Après, j'ai fait un peu d'achat-revente. Avec les plus-values, j'ai acheté des actions, surtout des ETF. Donc, j'ai eu aussi des rentes de la bourse. Alors, attends, n'allons pas trop vite. Quand tu as acheté tes appartements, c'était facile pour toi d'obtenir un prêt en tant qu'entrepreneur ? Oui, ça a été assez facile parce que moi, j'étais salarié, si tu veux, de l'entreprise. Okay. Donc, vis-à-vis de la banque, j'étais plus considéré comme un salarié. Voilà. Donc, ça a été assez facile, relativement. J'ai acheté un premier immeuble. Alors celui-là, je l'avais fait avant de vouloir devenir libre, en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Puis ensuite, quand j'ai voulu devenir libre, j'en ai fait construire un derrière. Un immeuble le premier que j'avais acheté faisait 9 appartements. Après, j'en ai fait construire un de 8 appartements. Puis j'ai enchaîné, j'ai fait aussi des maisons, d'autres appartements. Voilà. Ok. Donc tu as acheté plusieurs biens immobiliers que tu as mis en location. Oui, tout à fait. Okay. Le but, c'était que les revenus des locations dépasse les remboursements, c'est ça ? Oui, tout à fait, pour pouvoir dégager un cash flow. Alors des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais comme j'avais attaqué un petit peu il y a quelques années, tu vois, déjà une dizaine d'années avant de prendre cette décision, j'ai pu arbitrer, rembourser des crédits et dégager l'excédent de trésorerie de cette façon. Toute ton expérience en immobilier, ça venait de ton métier ? Ça venait à la fois de mon métier, et à l'époque il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui sur l'immobilier, tout ce qu'on peut voir, tous les formateurs qu'il y a. Donc j'ai aussi appris sur le tas, j'ai pas mal essuyé les plâtres, j'ai fait beaucoup de conneries. Mais Ok, continue. Donc la bourse ensuite. Tu t'es dit, ça suffit pas l'immobilier. Je me suis dit, l'immobilier, je me suis rendu compte que c'était chouette, que ça me permettait de commencer d'atteindre ma liberté, mais que c'était pas vraiment passif. Tu vois, sur Internet, on te vend beaucoup que c'est des revenus passifs. C'était presque un deuxième boulot et j'avais déjà mon premier travail qui me prenait beaucoup de temps. Et le reste du temps, entre les mises en location... à ce moment-là, tu continues à travailler ? Je continue à travailler, Là, je continue à bosser, toujours en même temps. C'est vrai que l'immobilier, on te le vend beaucoup comme quelque chose de libérateur, qui te laisse du temps, etc. Mais tous les gens que je connais qui font de l'immobilier, c'est quand même leur vie, quoi. C'est-à-dire qu'ils parlent que de ça, ils s'occupent de ça tout le temps. Même s'ils ont des gens pour le gérer, il y a toujours des problèmes qui remontent jusqu'à eux. Et si c'est ta passion et que tu adores ça et que c'est ton business, c'est génial. Mais si tu veux juste faire ça, pour faire fructifier tes revenus ou pour générer des revenus passifs, je pense qu'il y a d'autres stratégies, notamment la bourse qui demande beaucoup moins de temps et d'attention. Exactement, tu as beaucoup de gens qui voient ça comme la martingale, un peu l'immobilier,
en se disant c'est des revenus passifs, je vais rien faire, on va me prêter à 110%. C'est pas le cas, hein. C'est quand même beaucoup de boulot. Après, moi, c'est une passion aussi, c'est quelque chose que j'adore, l'immobilier. Donc, j'ai allié un petit peu les deux. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu plus de 25 appartements et ça fait du boulot, quoi. Ça fait du boulot. Tu m'étonnes. 25 appartements. En combien de temps t'as récupéré, tu t'es retrouvé avec 25 appartements? Je te dirais que j'ai mis à peu près... j'ai attaqué en 2009 et on est en 2020, en 11-12 ans. 11-12 ans, 25 appartements. T'as acheté des immeubles et tu les découpais? Non, alors le premier que j'ai acheté, c'était un immeuble de 9 appartements. Tout était déjà découpé, il y avait déjà 9 locataires. Okay. Le deuxième de 8, je l'ai carrément fait construire. Là, on est parti de zéro, d'un terrain. Wow. Voilà. Et ils sont où ces appartements? Un peu partout en France? Ouais, j'en ai dans le sud de la France. Okay. Et j'en ai à côté de chez moi, à côté de Saint-Étienne. Ok. Voilà. Et avec 25 appartements, tu devais déjà tirer un revenu de loyer assez confortable, non? Ouais, c'était... on peut parler de chiffres, hein. J'ai un cash flow positif d'à peu près 2000 €, plus les remboursements de crédit qui s'additionnent. Donc chaque mois, tu as ton cash flow d'un côté, mais tu t'enrichis aussi par le remboursement des crédits. Ouais. Donc c'était déjà suffisant pour quitter mon job. Ok, donc quand tu dis cash flow positif, ça veut dire tout ce que tu gagnes en loyer, moins tout ce que tu rembourses en prêt, il te reste 2000 € à la fin. C'est ça, moins ce que tu rembourses en prêt, moins les charges, moins les impôts. D'accord. Voilà, vraiment ce que tu as dans ta poche, net. Donc 2000 € pour les 25 appartements. Tout à fait. Ok. Ce qui finalement fait pas tant que ça, parce que tu dis il faut beaucoup d'appartements pour en arriver là, quoi. Alors après, tu as d'autres stratégies, ou si tu achètes dans des zones un peu plus tendues, par exemple, tu peux avoir beaucoup plus de cash flow. Moi, j'ai voulu privilégier des biens assez patrimoniaux dans des beaux emplacements. Tu sais ce qu'on dit en IMO, c'est l'emplacement, l'emplacement, pour pouvoir les revendre. Et... Ouais, des endroits qui peuvent prendre de la valeur. Exactement. Ok. Exactement. Donc voilà. Et donc, je me suis rendu compte que c'était pas aussi passif que ça. Et même si j'avais dégagé de la liberté, tu pouvais toujours être embêté un samedi d'avoir un locataire qui t'appelle parce qu'il a ses WC qui fuient ou des choses comme ça. Et j'ai cherché... C'est toujours l'exemple qui revient tout le temps, c'est les fameux WC qui fuient, quoi. Et tu sais, c'est pas qu'un exemple. Un jour, j'ai même eu des WC bouchés qui ont régurgité, tu vois. Voilà. Très ragoûtant. L'enfer. Et c'était un dimanche. C'est vrai que moi déjà, même moi en tant que locataire, je suis moi-même locataire dans un appartement, je panique, tu vois, dès qu'il y a le moindre problème, la moindre petite fuite, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps un problème dans un appartement, en fait. Et je me dis, putain, si j'en possédais et que je vais gérer tout ça en plus pour les autres, pour mes locataires à moi, je sais pas si j'y arriverais, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup de charges, c'est pas forcément ma façon, enfin, c'est pas mon kiff, quoi. Exactement. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne façon de s'enrichir en partant de zéro. Ouais. Parce que ça fonctionne et ça marche, puisque, tu vois, je l'ai fait. C'est pas la plus, en tout cas, c'est pas sans effort. Voilà. Ouais. Et puis quand même, ce qu'on n'a pas dit, c'est ok, cash flow positif 2000 €, c'est pas énorme pour 25 appartements, mais à la fin, dans 20 ans, tu as quand même 25 appartements que tu peux revendre. C'est une réserve de valeur qui est énorme, en fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment une façon de s'enrichir sur le long terme qui fonctionne, quoi. Complètement. Okay. Ouais, tu peux te créer un vrai patrimoine. Tu peux devenir millionnaire à partir de zéro. Ouais. Concrètement, c'est largement possible. Donc j'ai fait ça en premier. Et comme on le disait, tu vois, je me suis rendu compte que c'était pas non plus 100% passif, tout ça. Et j'ai cherché donc des solutions plus passives et j'ai découvert la bourse, notamment en investissant dans les ETF. Ouais. Donc c'est les trackers, tu connais puisque je crois que tu en avais parlé. Ouais, j'ai fait une formation là-dessus. Le principe d'un ETF, en fait, c'est un robot qui investit pour toi sur des indices boursiers, par exemple toute la bourse américaine ou l'ensemble des actions mondiales. Exactement. Donc au lieu d'investir dans une seule entreprise, au lieu d'investir dans une OPCVM où c'est des gens qui gèrent tes fonds à ta place, tu t'investis en fait sur l'ensemble de l'économie mondiale ou sur l'ensemble de l'économie américaine ou sur l'ensemble de l'économie française. Donc tu as un petit bout en fait de chacune de ces actions. Ouais. Tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais parce que c'est un robot qui gère ça, en fait, c'est automatique. Et l'avantage aussi, c'est que c'est ultra diversifié du coup parce que tu n'es pas sur une seule action mais sur plein d'actions en même temps. Ouais, exactement. Et du coup, si tu veux, quand j'ai arbitré mon patrimoine immobilier, quand j'ai vendu certains appartements, l'argent que j'ai dégagé, plutôt que de le réinvestir dans l'immobilier, je l'ai investi dans les ETF. Ok. Voilà, donc après, il faut avoir parfois le cœur bien accroché, et notamment quand il y a eu la crise du Covid, parce que ça monte et ça descend, il y a une grosse volatilité. Mais bon, cette volatilité, elle ne veut pas forcément dire un grand risque, puisque on sait que sur le long terme, la bourse, elle monte. Ouais. Quand on a une approche long terme, il ne faut pas paniquer quand ça chute sur le court terme, quand il y a une crise, c'est normal, ça fait partie des règles du jeu, en fait. Exactement. Mais c'est vrai que sur le long terme, tu regardes l'historique, la bourse américaine, par exemple, en 50 ans, ça a explosé, quoi. Tout à fait, complètement.
Et tu peux faire aussi des fortunes considérables en bourse, même avec la méthode du coût moyen rapporté, d'investir tous les mois la même somme, sans te poser de questions, au même moment du mois. Alors quand tu dis que tu investis dans les ETF, est-ce que tu suivais une stratégie d'investissement particulière ou est-ce que c'était un peu selon tes envies? J'ai fait au plus simple. Tu sais, avec le temps dans la vie, tu vois, aujourd'hui j'ai 38 ans, j'approche de la quarantaine et je me rends compte qu'on y gagne avec de la simplicité. J'essaye dans ma vie maintenant d'amener toujours plus de simplicité. Donc je me contente d'un ETF Monde. Je suis investi avec une allocation de 60% en actions, donc 60% d'ETF Monde et 40% en obligations. Ok. Donc c'est plutôt une bonne stratégie. Ça suit un peu. T'as pas d'or ni rien, pas de métaux? J'en ai à côté, si. Ça suit, tu sais, moi j'ai pas mal été inspiré par le Permanent Portfolio de Harry Brown qui avait été repris à l'époque. Moi j'avais découvert ça grâce à Jean Rivière et que tu suis aussi, je crois. Ouais. Et ouais, en fait, le principe c'était d'avoir un quart action, un quart obligation, un quart or et un quart liquidité. Ouais. Évidemment, tu peux l'adapter un peu. C'est vrai que quand tu es jeune, mieux vaut avoir plus d'actions que d'obligations parce que ça rapporte plus sur le long terme. T'es pas forcément obligé d'avoir un quart d'or, c'est quand même beaucoup. Et t'es pas non plus obligé d'avoir un quart de cash parce que c'est quand même de l'argent qui perd de sa valeur chaque année. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as pris 60% d'actions. Ça veut dire 60% d'ETF, donc de trackers basés sur le marché mondial des actions. Ouais. Et 40% d'obligations. Pour expliquer rapidement, c'est des bons du trésor ou des prêts en fait qui ont tendance justement, et c'est l'intérêt d'avoir un équilibre, qui ont tendance qui sont beaucoup plus résistants aux crises notamment et qui sont plutôt en hausse pendant la récession, ce qui permet quand il y a une crise, quand tu vois tes actions chuter, de pas trop perdre de ton portefeuille parce que tu as les obligations qui remontent. C'est tout à fait ça, ouais. Tout à fait. Donc mon but, si tu veux, avec ça, c'était d'appliquer la règle des 4%. Ouais. En me disant que chaque année, je peux consommer 4% du montant de mon patrimoine investi sur cette stratégie, sans me soucier que ça monte ou que ça descend ou des fluctuations. Ouais. Voilà. Chaque année, tu peux retirer 4% de ton portefeuille sans toucher à ton capital. Exactement, Tout à fait. Et donc le but, c'était de compléter ma rente d'immobilier par cette rente-là. Combien est-ce que tu avais besoin d'investir en tout pour qu'avec la règle des 4%, tu as un revenu qui te convienne et qui te suffise? Ça serait encore plus que ce que j'ai pour l'instant. Mais tu vois, dans l'idéal, moi, je voulais une rente passive d'à peu près 3 000 € par mois. Ouais. Donc avec l'immobilier, j'avais 2 000, il me fallait 1 000 avec la bourse. Okay. Voilà. Et là, avec les fluctuations, on n'est pas loin de ça, si tu veux, pour l'instant. Okay. Top. Voilà. Continue. Donc voilà, j'avais cette stratégie-là. Et quand j'y suis arrivé, c'était fin 2018, j'ai réussi. J'avais une grosse pression familiale, on peut le dire, une grosse tradition familiale. Mais voilà, je voulais du temps pour moi, je ne voyais pas grandir mes enfants. C'est quoi cette tradition familiale? Tu sais, j'avais mon grand-père entrepreneur de travaux publics, mon père entrepreneur de travaux publics, moi-même entrepreneur de travaux publics. Et il y avait un moment où il fallait que je vive ma vie à moi, tu vois, et aller vers les choses qui me passionnent et qui me font envie. Et surtout, j'ai 2 enfants que j'avais du mal à voir grandir parce que je travaillais beaucoup. Et quand j'ai vu que j'avais réussi à remplacer mes revenus du travail par mes revenus passifs, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter et de monter mon propre business et de vouloir, embrasser cette liberté que je voulais depuis autant de temps. Donc tu as voulu monter à ce moment-là un business sur le web, c'est ça? Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Si tu veux, tu te souviens du discours de Stanford de Steve Jobs? Bien sûr, qui disait « connecting the dots », relier les points. Et en fait, c'est la question que je me suis posée à ce moment-là dans ma vie, puisque je pouvais arrêter, je pouvais faire ce que je voulais. Maintenant, j'étais entre guillemets libre. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? Tu connais beaucoup les travaux publics, tu connais beaucoup l'immobilier. Il faut que tu mettes tout ça, toute cette compétence-là. Et puis, il y avait toi que j'écoutais, il y avait Jean Rivière. Et je me suis dit, tu vas faire quelque chose qui est hybride autour de ça. Donc, j'ai créé ma société d'aménagement foncier. Donc, je suis associé avec mon cousin, on n'est que tous les deux. On n'a pas de bureau, on a notre ordinateur, notre téléphone et voilà. En quoi ça consiste? À créer des lotissements, si tu veux. Je me suis mis à faire le métier que faisaient mes anciens clients. Donc aujourd'hui, j'achète des terrains en campagne, je fais la division et je revends les lots de lotissement du terrain à bâtir pour les gens. D'accord. Et je me suis dit autour de ça, qu'est-ce que tu peux faire? Et j'avais tellement envie de monter un business sur le web, je ne savais pas par où commencer. Je me suis dit, connecting the dots, commence par ce que tu sais faire, parle de ce que tu connais. Ouais. Et donc, ça a commencé déjà par la création de mon compte Instagram qui s'appelle Une vie de liberté.
où je parle de liberté, de revenir à des choses simples, d'un petit peu tout ce que je fais et beaucoup d'immobilier. Ensuite, j'ai créé mon premier podcast qui s'appelle aussi Une vie de liberté. Il y a maintenant presque un an, là, on va arriver au 50e épisode la semaine prochaine. Wow. J'en fais un par semaine. Alors, explique-moi ton podcast. T'es tout seul, t'as des invités. En termes d'audience, t'es à peu près à combien? Ouais, alors si tu veux, je suis sur mon podcast, j'ai mes 2 podcasts. Maintenant, on va commencer par le premier, mais sur Une vie de liberté, je suis tout seul. Ouais. Ça sort tous les lundis à 10h. Ok. Et si tu veux, ça dure à peu près une petite heure. Et je parle tout seul, un peu comme ce que tu faisais ou ce que faisait Jean, parce que c'est ce que j'adorais. Et au final, il y a peu de gens qui font ça. Et je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est un truc que je me demandais pourquoi, parce que moi, quand je me suis lancé en podcast aussi, j'ai pas mal regardé ce que faisaient les autres, notamment les podcasteurs américains. Et je me suis rendu compte que même les podcasteurs américains qui sont reconnus comme des grands auteurs, par exemple Tim Ferriss, tu vois, il a quand même vendu des best-sellers. Ouais. On pourrait penser qu'il a des choses à dire. Et tous ces podcasts, c'est des interviews où en fait, il se contente de prendre une position pré-journalistique où il interviewe des gens. Et tu te dis parfois, mais c'est dommage que ton invité, il est peut-être très intéressant, mais je le connais pas. Par contre, toi, ce que tu as à dire, ça m'intéresse vachement. Alors évidemment, il réagit, etc. Mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça manque parfois de podcasts où c'est juste des gens tout seuls qui s'expriment. Il y a plein de gens qui ont des choses fascinantes à raconter. À un moment, j'étais tombé notamment sur le podcast de Navo, je sais pas si tu vois. Oui, bien sûr. Qui, il a arrêté il y a longtemps. Ouais. Mais il a fait un petit podcast qui s'appelait Marcher Parler. Et donc il se baladait dans la rue avec ses écouteurs d'iPhone et il enregistrait son podcast. C'était des petits épisodes, tu vois, mais c'était un mec tout seul qui parlait de ce qu'il avait dans la tête et c'était super intéressant. Ouais. Et je me suis dit, si moi j'accroche à fond à ça et j'ai regardé tous les épisodes en 2 jours, j'ai écouté tous les épisodes en 2 jours, c'est forcément que moi à mon tour, si je le fais avec les idées que je peux avoir, il y a des gens qui vont accrocher. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin, alors ça peut être bien aussi, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un invité ou d'être 2 ou d'avoir une équipe, etc. pour faire de bons podcasts. De la même manière qu'on peut faire de bonnes vidéos YouTube en restant tout seul, il y a plein de gens qui le font. Bien sûr. Et j'ai commencé comme ça, si tu veux, modestement. J'ai acheté un micro sur Amazon à 60 €, tu vois. Je me suis mis dans mon bureau et j'ai commencé avec un premier podcast qui s'appelait Qui suis-je, tout simplement, où j'ai commencé à parler de moi. Après, j'ai fait des podcasts où j'expliquais mon métier, l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est un podcast qui s'adresse à tous les investisseurs qui veulent vraiment changer de vie et vivre de leurs investissements. Okay. Donc on y parle à la fois d'investissement, de liberté, d'indépendance financière, mais aussi de mindset, puisque je me suis rendu compte moi-même en ayant changé de vie que parfois ça vient plus d'un changement dans la tête que vraiment d'une stratégie, tu vois, d'action, de vraiment vouloir décider dans sa tête qu'on veut changer, qu'on veut changer de vie. Donc je parle de ça, de tout ce qui est la liberté personnelle. Alors moi j'ai remarqué un truc sur les contenus à propos des investissements, c'est qu'il y a 3 types de personnages. Il y a les personnages qui parlent d'argent, de prestige, de comment devenir riche. Il y a les personnages qui sont obsédés par la sécurité, comment sécuriser son argent, etc. Et il y a des personnages, peut-être plus rares comme toi, qui se focalisent sur l'aspect liberté des choses. Pourquoi tu as fait ce choix-là et moins mettre l'accent sur l'argent qu'on peut gagner ou sur la sécurité qu'on peut avoir? Tu sais, comment on dit en anglais, been there, done that, tu vois. Je suis passé par là, j'ai par le passé gagné pas mal d'argent. Et j'ai eu toutes ces choses-là, la montre, la voiture, tu vois. Et un jour, j'ai vu à quel point c'était vide et ce que ça me coûtait en face. Et je me suis rendu compte que peut-être que la clé du bonheur, elle n'était pas non plus là. Alors forcément, j'aime bien aussi les belles choses, tu vois, mais pas au prix de ma liberté. Et c'est peut-être pour ça que j'en suis venu à parler de tout ça. Et qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai fait un podcast d'ailleurs la semaine dernière sur le tabou de l'argent. Où je dis qu'il faut aimer l'argent parce que c'est un instrument de la liberté. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Ça rend pas que les gens cons. On peut avoir beaucoup d'argent et être con avant d'avoir eu de l'argent. Mais on peut pas vouloir avoir dans sa vie quelque chose que l'on déteste. C'est pas possible. La loi de l'attraction fonctionne pas comme ça. Donc il faut aimer l'argent. Moi-même, j'aime l'argent, mais pour la liberté qu'il me procure. Et tu vois, c'est ça que j'ai envie de partager. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi. J'ai la même approche. Et d'ailleurs, l'argent, c'est pas je pense pas que l'argent soit un truc qui rende les gens mauvais, je pense que c'est juste un amplificateur, tu vois. Si t'es un connard, l'argent peut faire de toi un méga connard, parce qu'elle te donne le moyen d'être encore plus un connard. Exact. Et si t'es un mec sympa, généreux, l'argent peut te donner les moyens d'être encore plus sympa, encore plus généreux. Complètement. Moi, ça m'a permis d'être libre, de partir beaucoup avec mes enfants en vacances. C'est des petites choses, tu vois, mais même pour un resto, ne pas mégoter pour des choses comme ça. Un resto, une nuit d'hôtel. Pour moi, c'est ça l'argent, ce qu'il apporte, vraiment. Et c'est ça qui est chouette. C'est beaucoup de problèmes en moins. D'ailleurs, une des choses dont on parle peu, c'est que
au-delà du côté prestige, belle vie, confort, liberté, etc., ça apporte aussi une chose, c'est que ça retire énormément de petits problèmes du quotidien. Bien sûr. Moi, je regarde mes vieilles, de temps en temps, il y a des scouts là qui sont en train de chanter. De temps en temps, je regarde mes vieilles vidéos de vlogs, de voyage, en fait, quand j'étais en Malaisie, quand j'avais 21 ans et que je suis parti tout seul et que je commençais tout juste à vivre de mon activité, j'avais pas encore beaucoup d'argent. Et je voyais en fait toutes les galères, j'en parlais dans mes vlogs en fait de toutes les petites galères du quotidien, les choses que je pouvais pas faire à cause de ça. Un exemple très concret, tu vois, par exemple j'étais parti avec un sac beaucoup trop lourd et avec beaucoup trop d'affaires, c'est la première fois que je partais tout seul et je me rendais pas compte. Et du coup au milieu de mon voyage je me suis dit vraiment il faut que je me débarrasse de ça et je trouvais pas de solution. Alors, je m'étais renseigné pour voir si je pouvais renvoyer, parce qu'il y avait des affaires qui avaient de la valeur, tu vois, du matériel vidéo, etc., des trépieds. Je voulais renvoyer en France par exemple. Et je m'étais aperçu que ça coûtait 80 €, tu vois, d'expédier tout ça en France. Et je me souviens de cette vidéo où je dis ah non, c'est juste pas possible, enfin je peux pas du tout. Et donc du coup en fait je me suis trimballé pendant encore 2 semaines. Après il y a un ami qui a bien voulu le récupérer, mais je me suis trimballé pendant encore 2 semaines avec un sac méga lourd, tu vois, avec tous les problèmes que ça engendrait, parce que je pouvais pas me permettre en fait de sortir ces 80 €. Et c'est vrai que tous les petits trucs du quotidien, les petites dépenses, les restos que tu peux pas faire, toujours devoir regarder le prix des choses que tu achètes, toujours devoir faire des compromis, tout ça aussi c'est une usure mentale. Et tu vois, beaucoup de gens qui sont dans la sécurité financière sont usés, tu vois. Ça les empêche pas d'être heureux, parfois ils sont heureux, mais tu sens quand même cette usure, cette fatigue qui vient avec les petites contraintes constantes en fait d'être dans un monde en fait où tout se paye et de ne pas pouvoir naviguer librement dans ce monde-là, tu vois. Exactement, tout à fait. Et surtout que tu vois, tous les gens se disent je serai libre financièrement quand j'aurai 10 000, 15 000 € par mois. Mais en fait, il faut pas le voir comme ça. Tu vois, moi-même avec les 3 000 € au départ, ça te laisse tellement de liberté pour faire plein d'autres choses qu'en fait, tu peux être toi-même, tu peux avoir du temps pour ta passion, vivre de ta passion, et tout ça, ça vient s'ajouter encore derrière. Chose que tu n'aurais pas pu faire si tu étais resté dans ta rat race, dans ce que tu faisais, quoi. Et puis toi, ton délire, c'était pas je gagne suffisamment pour pouvoir plus rien faire. C'était je gagne suffisamment pour pouvoir faire des trucs qui m'amusent et pas bosser juste pour bosser, quoi. C'était exactement ça. Et donc, qu'est-ce que tu as fait alors? Parce que tu as lancé encore plein de projets. Ouais. Ils s'arrêtent jamais. C'est ça. Donc, j'ai lancé ce premier podcast en parallèle de mon compte Instagram et j'ai une toute petite communauté. Tu vois, on est presque 2000 sur Insta. Mon podcast, aujourd'hui, il fait à peu près 10 000 écoutes par mois. Ok, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. D'où viennent les gens? Ils viennent tous des plateformes de podcast ou tu as fait un peu de pub ou je sais pas comment tu t'es fait connaître? En fait, je suis assez actif sur les groupes d'immobilier. D'accord, les groupes Facebook? Oui, tout à fait. Okay. Notamment le Club des Rentiers de Facebook, qui est le plus gros groupe Facebook de France. Il y a 21 000 membres. Donc, groupe Facebook d'immobilier? D'immobilier, tout à fait. Oui, d'immobilier. d'immobilier. Et où j'aidais les gens un petit peu pour le plaisir, tu vois, répondre aux questions. Puis ils voyaient que j'avais un podcast, ils allaient sur mon Insta. Et j'ai une petite communauté, mais vraiment très fidèle, de gens qui interagissent chaque semaine avec le podcast. Tu vois, au début de mon podcast, le petit rituel, c'est les 10 premières minutes. Je reviens sur le podcast de la semaine dernière. Je lis les commentaires des gens, je réagis. Et il y a une petite communauté qui est très fidèle. C'est très bien. Et est-ce que tu le monétises, ce podcast? Alors justement, on y vient. J'ai eu envie... tu vois, de retrouver du sens après quand j'ai arrêté mon boulot. Donc j'ai monté ma boîte de lotissement qui commençait à bien marcher et je me suis dit, il faut que je mette encore plus de sens là-dedans, j'avais envie d'aider. Et j'en ai parlé avec mon associé, Ben, qui est mon cousin Germain, qui a une 30aine d'années. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et il m'a dit, bah écoute, on pourrait écrire un livre. Donc on s'est mis en tête d'écrire un livre qui s'appelle Riche de liberté, justement. Et qui t'explique comment atteindre ton indépendance financière, alors pas la liberté, mais l'indépendance en tout cas, grâce aux divisions de terrain. T'apprendre à diviser des terrains pour dégager, la promesse c'est 50 000 € de marge par an pour dire ciao à ton patron, quoi. Waouh. Diviser des terrains, donc en quoi ça consiste précisément? Alors ça consiste, tu vois, à regarder le bon coin pour trouver du terrain à bâtir, des grands terrains, ou alors visiter pour... développer des terrains vierges, développer ton relationnel avec des agents immobiliers, ou alors tu vois même un grand terrain avec une maison, une masure, tu vois, à abattre dessus, une maison à démolir. Et ensuite, diviser ce terrain-là, par exemple, tu trouves un terrain de 4000 m² avec une vieille maison, tu le mets sous compromis, tu démolis la maison, et tu traces une route au milieu, tu fais 4 parcelles, et tu revends ces 4 parcelles. Ok. Donc, genre tu traces une route au milieu, genre j'arrive comme dans SimCity et je trace ma route. Genre, comment on fait concrètement, tu vois? Concrètement, tu vas signer un compromis avec les gens et dans ce compromis, tu mets plein de clauses suspensives. Tu vas marquer que tu puisses obtenir un permis d'aménager, donc un permis d'aménager ce terrain, d'y créer une route. Ensuite, pendant que tu as ça, que tu es en train d'obtenir ton permis, tu fais tous tes devis avec des entrepreneurs pour pouvoir faire cette route au milieu.
quand tu as obtenu ton permis, tu achètes le terrain, tu fais la route, et puis tu peux mettre tes lots en commercialisation. Puis dès que tu as vendu un lot ou deux lots, tu peux démarrer tes travaux. Et le but, c'est de dégager de la marge en faisant ces opérations-là. D'accord. Donc, tu fais le chef d'orchestre, si tu veux. Tu mets pas la main à la pâte, hein. Tu conduis pas la pelleteuse ou quoi. Toi, tu es vraiment un chef d'orchestre. J'imagine que là, tu as vraiment utilisé ton expérience. C'est ce que tu fais depuis toute ta vie, en fait. Exactement, tout à fait. J'ai mis, c'est pour ça que je te parlais du discours de Stanford, mais j'ai pu utiliser toutes des compétences qui, pour moi, à un moment même me faisaient horreur, tu vois. Ouais. Et en les mettant au service de ce projet-là, et aujourd'hui, j'ai réconcilié tout ça. Ah, ça c'est intéressant. Donc tu t'étais, par certains points, parce que tu travaillais trop, peut-être, tu t'étais un peu dégoûté de ton métier. Ouais. Mais en le réaménageant d'une façon que tu as choisie, oui. Tu as recommencé à éprouver du plaisir à faire des choses que tu faisais avant. Exactement, et surtout à l'enseigner, tu vois. Ouais. Donc ce livre, on en a vendu 450 exemplaires à ce jour. Pas mal. Donc on le vend 19,97 €, tu vois. Très bien, c'est bien. En clin d'œil au prix des formations. et on a aidé aujourd'hui 450 personnes. Ok. Et ça, si tu veux, ça a débouché sur plein d'autres choses parce que derrière ce livre, il y a eu beaucoup de demandes. Donc après, j'ai pu vendre du coaching. Donc que ce soit du coaching à l'heure pour débloquer des gens qui faisaient ce genre de projet déjà. Ouais, parce que ça c'est pas mal. Parce que du coup, les gens lisent ton bouquin. Ouais. Et ils disent ok, c'est bien gentil, mais tracer ma route là quand même, je galère un peu. Tiens, je vais appeler tonton et puis il va venir m'aider. Exactement. Ça c'est pas mal. Et du coup, toi derrière, tu vends des prestations de coaching. Voilà, c'est ça. Okay. Donc si tu veux, ça va de la simple prestation de 1 heure de téléphone où je vais aider la personne à la débloquer sur son projet, jusqu'au coaching complet d'une personne qui a envie de faire, qui a hérité d'un terrain, par exemple. J'ai eu ce cas-là. Une personne qui a hérité d'un terrain, qui ne voulait pas le vendre à un promoteur, à quelqu'un comme moi si tu veux, qui allait faire sa marge, mais qui voulait le faire lui-même, mais qui ne savait pas par quel bout l'attraper, okay. Tu vois. Et je peux te demander combien tu les vendais, ces coachings? Alors je les vendais à peu près 10% de la marge que pouvait faire le terrain. Si donc tu prenais une commission? À peu près, ouais, c'est ça. Ok, 10% de la contractuellement, marge. C'est pas formalisé comme ça. Ça peut être, alors je ne me rends pas compte du tout, combien ça peut faire sur un terrain basique, classique, moyen, 10% de la marge. C'est entre 5 et 10 000 € si tu veux. Ok, ah oui, c'est pas mal. Ce genre de prestation. Bien, ouais. Voilà. Après, il y a. Et en plus, du coup, pour la personne, c'est sécurisant parce qu'elle se dit, en gros, je le paye que si ça marche, quoi. Exactement. Elle est encadrée d'un professionnel, elle avance en confiance, et il y a un prix qui est défini, elle sait que ça va lui coûter. Et par contre, il y a un vrai travail derrière pour ces montants-là, enfin, tu t'en doutes. Mais, bien sûr. Mais ça m'a permis de faire ce genre de coaching-là. Ok. Attends, donc là, ça fait déjà pas mal. Là. Il écrit un bouquin, il sort un podcast, puis ça lui suffit pas, donc il sort un deuxième podcast en plus de son compte Instagram. Il fait du coaching, quand même assez approfondi, tu vois, d'après ce que tu me dis. Quoi d'autre encore? Alors, parce qu'il te restait encore beaucoup de temps c'est ça. Dans tes journées. J'ai sorti une formation qui s'appelle la boîte à outils du marchand de biens en division de terrain. Ok. Donc où là c'est essentiellement des fichiers Excel et des vidéos. Donc des vidéos où je vais plus loin que le livre si tu veux, où j'explique vraiment des cas spéciaux. Et aussi une formation en ligne où il y a essentiellement des fichiers Excel qui te permettent de calculer toute ta fiscalité, toute ta TVA dedans, avec des outils dedans. Combien de temps la formation, une grosse formation ou pas? Si tu veux, il y a 2 heures de vidéo et il y a 6 fichiers Excel. Plus, il y a une chose qui n'existe pas du tout, c'est un simulateur de travaux, ça te permet de chiffrer tes travaux. C'est toutes des choses inédites. C'est vraiment une niche dans une niche. Hein. Je suis vraiment le seul à faire ça. Et si tu veux, elle est vendue aujourd'hui, elle est en prix à... On dirait que tu nous amènes le prix. Tu sais, c'est la stratégie de... On récapitule tout ce qu'il y a dedans pour sortir le prix. Allez, vas-y, balance. J'ai été bien formé. Non, elle est vendue autour de 800 € à prix public. Mais souvent, je fais plus des promos, je suis un très piètre vendeur. Elle est vendue souvent autour de 400 €. Bon, moi ça me paraît tout à fait raisonnable pour une formation sur cette thématique-là, avec les outils qu'il y a dedans. Hein. C'est pas du tout. C'est surtout que. Ça me paraît pas du tout trop cher, tu vois. Ouais, et ma promesse, c'est bien sûr que tu économises le prix de la formation sur ton premier dossier. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se lancent dans la formation immobilier aussi, c'est que l'immobilier, c'est un truc où les gens. Enfin, tu vois, il y a tellement de milliers d'euros qui sont investis, qui peuvent être perdus sur une mauvaise négociation ou sur n'importe quoi, qu'en fait, dépenser 1000, 2000, voire même 5000 € pour une formation, pour les gens, ça paraît pas énorme par rapport à l'argent qu'ils vont mettre dans le bien. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a tant de formateurs immobiliers, que les formations sont si chères dans ce domaine-là, et qu'il y a beaucoup d'argent qui est fait, quoi. Ouais. Alors, moi,
je suis pas un vendeur né du tout. Ça partait plus aussi de l'envie d'aider. Et c'est vrai que les fichiers que j'ai faits, ils compilent vraiment même des 12 ans d'expérience dans ce domaine-là. Ouais. Ils peuvent vraiment faire gagner énormément de temps et énormément d'argent. Elle s'est bien vendue, la formation? Oui. Alors, c'est beaucoup moins que les livres, hein, bien sûr. Mais oui, j'ai vendu une vingtaine d'exemplaires de la formation. À ce prix-là, c'est pas mal déjà. C'est beaucoup, donc, c'est déjà bien, tu vois. C'est très bien. Et donc, j'ai fait cette formation. On a fait aussi un séminaire. Puisqu'avec mon compte Instagram, j'ai rencontré un ami maintenant qui est très proche, qui fait aussi de l'immobilier comme moi, mais lui dans la location courte durée. Et on a eu un coup de foudre amical, comme on dit. Donc rapidement, on a monté un premier séminaire, tous les deux, puis avec plein d'autres intervenants. On a fait ça au mois de mars, juste avant le Covid. On a fait à peu près 40 personnes qu'on a filmées, qu'on a captées. Donc je vends aussi la captation vidéo de ce séminaire. Et voilà, et on a aussi monté donc notre deuxième podcast avec ce copain Yann, justement, qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs. Alors, c'est un peu pompeux, mais c'est rigolo, on a beaucoup d'autodérision. Et ce podcast-là sort tous les vendredis à 10h, mais traite essentiellement d'immobilier. D'accord. Alors, j'ai l'impression, en t'entendant parler, que tu es le genre de profil qui est sans arrêt enthousiasmé par quelque chose de nouveau. Et donc du coup, tu vois, t'as fait le bouquin, tu te dis ah putain, ou c'est l'inverse, t'as fait le podcast, il faut que je fasse le bouquin, t'as fait le bouquin, il faut que je fasse la formation, t'as fait la formation, il faut que je fasse le séminaire, ensuite il faut que je fasse un nouveau podcast. Est-ce que ça, tu le considères plutôt comme un atout dans ton travail, dans ta vie, dans tes résultats, ou comme un handicap? Je te dirais que c'est un petit peu des deux, parce que je suis très enthousiaste à l'idée de démarrer un nouveau projet. Et une fois que je l'ai fait, je m'en désintéresse vite. Tu vois, la formation, par exemple, j'en fais jamais la promotion. Je la vends jamais. Elle est disponible sur mon site. J'en parle un peu dans les podcasts, mais je dis voilà, c'est là, vous savez ce qu'il y a dedans. Si vous voulez la prendre, ça me fait grand plaisir. Sinon, c'est pas grave. Et je fais pas assez la promotion, mais c'est vrai que je m'enthousiasme beaucoup pour les nouveaux projets. De tous tes projets en ligne, qu'est-ce qui te rapporte le plus? Aujourd'hui, je te dirais que c'est le livre et les coachings. Alors le livre, c'est des vrais revenus passifs, donc par rapport au temps que j'y passe, forcément, c'est le livre. Et sinon, en termes de chiffre d'affaires, ça sera les coachings. Et est-ce que tu crois pas que si tu lançais plus de formations, parce que les formations, c'est un peu l'avantage des deux, c'est-à-dire ça a l'avantage de la dématérialisation du livre, mais ça a l'avantage d'être vendu à un prix plus cher, un peu comme les coachings. Est-ce que tu dis pas que si tu lançais peut-être plus de formations, plus de produits, tu pourrais multiplier tes revenus? Est-ce que tu l'envisages? Si, tu as tout à fait raison. Après, si tu veux, c'est que je plaçais pas le profit avant tout, comme je te le disais quand tu as proposé ces interviews et que je t'ai écrit. Tu demandais des gens qui vivaient vraiment du web. Et je me suis permis de t'écrire parce que depuis que j'ai lancé cette activité il y a 10 mois, alors j'ai même revérifié pour cette interview, j'ai fait 30 000 € de chiffre d'affaires, avec à peu près 4 000 € de charges dessus seulement. Donc je suis à 26 000 €, ça fait 2 600 par mois. Donc, je me suis dit, effectivement, j'aurais pu vivre de ça, quoi. Et ce serait, tu vois, dans l'avenir, je pense, aujourd'hui j'ai envie de développer ma communauté, continuer un peu dans le podcast, dans ce que je fais, parce que c'est vraiment ce que je prends le plus de plaisir à faire, tu vois. Et paradoxalement, c'est ce que je monétise le moins. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver pour peut-être lâcher des activités d'immobilier locatif, tu vois, ce dont on parlait, qui prend vachement de temps, pour plus passer sur de la formation. Mais voilà, je voudrais apporter une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, dans ce qui est dans l'immobilier, avec ma formation, je sais que j'apporte quelque chose qui n'est pas fait. Aujourd'hui, refaire ce que tout le monde fait, je ne vois pas d'intérêt, il n'y a pas de valeur ajoutée. Je n'ai pas encore trouvé le nouveau projet qui va m'enthousiasmer pour pouvoir le proposer. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu as arrêté le métier que tu faisais avant aussi? Je t'ai pas demandé. Oui, complètement. J'ai arrêté en décembre 2018. Voilà. D'accord. Et du coup, pour ta famille, ton père, ça n'a pas été décevant? Ça a été compliqué dans un premier temps, puisque ça faisait déjà presque 1 an que j'étais libre financièrement et que je leur disais que je voulais partir, arrêter. Donc ça a été compliqué. Et aujourd'hui, par contre, quand ils voient à quel point je suis épanoui, à quel point je suis beaucoup plus heureux, je ne suis plus la même personne, ils me disent que j'avais tout à fait raison, que j'ai bien fait d'être courageux et que j'ai fait le bon choix. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. On est en paix après. C'est mieux. Et je me demandais, comme tu as des enfants, quand ils vont grandir, est-ce que tu voudrais les inciter à reprendre un peu les rênes de ce que toi tu as fait, ou leur transmettre peut-être ce que toi tu as appris? Ou est-ce que tu serais plutôt dans l'optique de
les laisser complètement libres de faire leur propre découverte et aller vers le chemin qui les intéresse le plus. Moi, tu vois, du moment où elles sont passionnées par ce qu'elles font, je les laisserai avancer dans ce chemin-là. Okay. Aujourd'hui, la grande, elle a bientôt 12 ans et elle rentre en 5e musicale, si tu veux. La moitié du temps, elle chante. Et je trouve que c'est passionnant parce qu'elle était passionnée de chant et déjà à 11 ans, quand elle est rentrée en 6e de musique, je me suis dit qu'elle avait déjà, peut-être pas trouvé sa voix, ça peut changer, tu vois, mais elle fait déjà les choses par passion. Et donc, tu peux pas arrêter quelqu'un qui fait les choses par passion, c'est pas possible, quoi. Donc je l'encourage à fond, dedans. Ok. T'as d'autres projets pour la suite ? C'est quoi les 10 prochaines idées là que tu fais? Écoute, pour l'instant, c'est de voir, puis j'arrive au 1 an de mon premier podcast, Une vie de liberté. Donc je suis pas en remise en question sur ce podcast, mais je suis en train de voir ce que je peux apporter. Et sur mon deuxième podcast, des Gentlemen, le but c'est de bientôt faire un tour de France de l'immobilier en moto, tu vois, en moto vintage. Comme des bons gentlemen, tu vois, avec le nœud papillon, tu vois, la chemise et les bretelles, et d'aller voir les gens qui nous écoutent pour les coacher, les aider sur leurs projets, voir où ils en sont. Faudrait filmer tout ça, c'est un truc intéressant, un peu comme je fais là, tu vois, de faire mon tour de France, et de rencontrer les gens, de les interviewer, de mettre les vidéos sur YouTube. Ouais, je pense que ça peut vraiment, apporter quelque chose. Pour te partager mon avis personnel là-dessus, c'est que c'est une idée que j'ai eue assez récemment en fait de faire ça, et avant je voyais pas vraiment quelle valeur je pouvais apporter, et en fait en le faisant je me rends vraiment compte que c'est une valeur énorme déjà de rencontrer les gens en vrai, déjà pour moi d'être confronté à des études de cas de la vie réelle, de gens qui font pas forcément exactement la même chose que moi ou qui l'ont appliqué dans un domaine qui a rien à voir et qui ont du succès aussi. Et surtout je me rends compte aussi que pour mon audience, en voyant les retours, que c'est très important pour eux d'avoir encore une fois des études de cas, de gens qui sont en plein de thématiques différentes, qui ont des parcours complètement différents, qui ont un background totalement différent et qui se sont retrouvés justement sur le web à monter une activité qui leur permet d'être libre, qui leur permet de gagner leur vie, qui leur permet de vivre de leur passion. Et ça c'est super important. Enfin moi j'y éprouve en tout cas beaucoup de plaisir à faire ça et un grand intérêt aussi professionnel. Donc si tu as l'occasion de le faire et si d'autres gens ont envie de le faire avec leur audience, je pense que c'est vraiment important, surtout en cette époque un peu Covid. Alors je sais qu'on pourrait penser que c'est pas le meilleur moment pour voir des gens en vrai. En fait après le confinement, moi je me suis rendu compte que déjà j'ai fait un burn-out de Skype et de Zoom et de machin. Je pouvais plus voir des gens à travers une webcam, vraiment j'en avais ras-le-bol. Donc je me suis dit j'arrête tout ce qui est interview en webcam et tout, ça m'intéresse plus, je veux voir les gens en vrai. Voir où tu vois, je vais être invité chez eux, voir où ils habitent, voir des décors, voir leur région, etc. Et ça apporte, je trouve, une valeur ajoutée qui est super importante et moi je kiffe faire ça, quoi. Ouais, complètement. Tu vois, j'ai fait quelques interviews pour mon podcast et dès que j'ai pu le faire, j'ai voulu rencontrer les gens en vrai, même quitte à faire de la route, mais c'est pas la même connexion, c'est certain. Ah oui, c'est sûr. Tu crées pas la même relation entre les gens que tu rencontres sur Skype vite fait et les gens que tu rencontres dans la vraie vie, je pense. Ah, complètement, c'est certain. Mais en tout cas, tu vois, si je pouvais délivrer un message aux gens, déjà, je suis hyper content de te rencontrer parce que si tu savais à quel point tu m'as inspiré à un certain moment de ma vie, et je le vois avec mon podcast parce qu'il y a des gens qui m'écrivent et je reçois des messages hyper touchants, tu vois, de gens que ça aide. On s'en rend pas toujours compte, mais c'est bien d'inspirer les gens. Et aujourd'hui, ce que je fais dans mon quotidien, c'est grâce à des gens comme toi, c'est grâce à des gens comme Jean Rivière, et à quel point c'est important. Et aussi, il faut pas se dire que c'est pas pour nous. Moi, je suis nul en web. Pour moi, c'était pas mon truc, tu vois, en technique, en tout ça. Mais vraiment en y mettant un petit peu du sien, et c'est pas difficile. Il n'y a rien de compliqué, même pour faire une formation, pour la mettre sur une plateforme, pour la vendre. Il faut juste y passer un peu de temps, mais c'est à la portée de n'importe qui, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Anthony. Comment on fait pour te retrouver si on s'intéresse à ton travail ? On mettra les liens en description, mais juste tu l'as déjà dit, mais pour rappeler vite fait, c'est où le premier endroit où on devrait aller ? Le premier endroit où il faut aller, c'est sur mon compte Instagram. Une vie de liberté, c'est là où je réponds à tout le monde, c'est là où je suis le plus présent. J'essaie d'être assez présent en story. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est que tu n'as pas de chaîne YouTube. Alors si, j'ai mis aussi mon podcast Une vie de liberté. Oulala, on a un chien qui s'excite. Il est aussi sur YouTube. La chaîne s'appelle aussi Une vie de liberté. Ok. Et ben on se retrouve là-bas, et puis moi je continue à envoyer mes emails quotidiens, un mail par jour pour apprendre à monter une activité autour de sa passion. Premier lien en description. Merci beaucoup Anthony, et moi je continue ma route vers Aix-en-Provence. Tout un programme. Merci à toi Antoine.